Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien, merveilleusement bien même. Et ben moi ça va vachement bien même. Je passe une excellente semaine. Et voilà, j'ai plein de gens qui sont adorables avec moi cette semaine, donc je vais profiter, je vais surfer sur cette vague de positivité et continuer comme ça, on espère. Pour les questions du jour, je vais passer directement aux questions du jour. Je vous parle depuis ma cuisine aujourd'hui. C'est un setup un petit peu différent. Mais bon, écoute, on fait avec. Alors, la première question que j'ai aujourd'hui, c'est au sujet insomnie, préoccupation nocturne. Alors, l'autre soir, j'ai fait une grosse insomnie accompagnée de belles préoccupations nocturnes en tout genre sur l'avenir et tous les sujets qui me travaillent en toile de fond en ce moment. Je suppose que ça arrive dans la nuit, car en semaine, j'ai pas eu le temps de traiter les infos, mais la nuit a sûrement tout décuplé à la limite de la crise de panique. Des conseils pour gérer ce genre de moment et éviter qu'il n'arrive. Alors déjà, je sais que t'en es consciente, la nuit a tendance à décupler toutes les inquiétudes. J'aime bien dire que dans l'obscurité, nos démons paraissent toujours plus effrayants. Et quand on sent qu'on commence à cogiter un peu trop, à tourner en rond, ou bien à planifier, à catastropher, à partir un petit peu dans plein de pensées pas forcément constructives, c'est déjà important de le reconnaître, de reconnaître que la nuit, on n'est pas dans un mindset, dans un état d'esprit qui est parfaitement rationnel, parfaitement objectif. Donc c'est important de se rappeler que toutes ces pensées qu'on a, déjà ce ne sont que des pensées, des créations de notre cerveau, c'est pas la vérité. Et ces pensées naissent sous le prisme de la nuit et de la fatigue. On veut prendre ce moment vraiment pour reconnaître qu'on n'est peut-être pas en train de faire nos raisonnements les plus pertinents, les plus objectifs, et donc cette angoisse qu'on sent monter n'est pas forcément légitime. J'aime bien même vraiment le vocaliser et vraiment dire à haute voix, Clémence, stop, ça sert à rien, c'est pas productif, on y reviendra demain quand on aura les idées claires. Je pense vraiment que c'est important de prendre ce moment de recul, de prise de distance où on, on interrompt un peu ce flot, ce cercle vicieux, cette spirale infernale pour faire un pas en arrière et se dire c'est pas constructif ce que je suis en train de faire. C'est vraiment la nuit qui cause cette catastrophisation dans ma tête. On va mettre ça de côté pour le moment. Et ensuite, ça rejoint ce que je disais la semaine dernière sur le fait que ce n'est pas toujours possible ou utile de raisonner avec son anxiété. Alors on peut parler au système nerveux dans sa langue. Et je vous encourage à retourner à l'épisode de la semaine dernière où on parlait vraiment de ça, du fait d'essayer de ne pas raisonner avec son propre cerveau, avec son système nerveux, surtout dans un état de fatigue comme celui dans lequel on peut être la nuit, quand on essaye de dormir, notre cortex préfrontal est complètement endormi, complètement anesthésié, il est épuisé. Donc on est beaucoup plus dans l'émotion, dans l'émotivité et moins dans le raisonnement. C'est d'autant plus vrai du coup la nuit, mais c'est assez vrai à n'importe quel moment de la journée quand on essaye de raisonner avec notre système nerveux alors que il parle pas français, il comprend pas notre langue. Donc on essaye de parler dans sa langue. Donc par exemple, s'emmitoufler sous une couverture lestée, prendre un bain, ou une douche bien chaude, ensuite on se recouvre le corps de crème hydratante, on peut faire un exercice de respiration, on peut faire une séance de yoga pour justement pour parler au système nerveux, au corps, dans sa langue, vraiment de sensations. Écouter de la musique qui nous détend. Donc jouer avec des sensations apaisantes pour signaler à notre système nerveux que l'heure n'est plus à l'angoisse.
on est en sécurité, tout va bien, la température de la peau, le rythme cardiaque, la vitesse de la respiration, on les fait ralentir avec toutes ces sensations-là. Et, et on va signaler à notre corps qu'on est en sécurité, que tout va bien et que ça ne sert à rien de partir dans ce stress, en fait, dans cette angoisse qui monte et qui est quelque chose qui est une expérience très physique. On peut également jeter toutes ces pensées sur le papier, prendre 5-10 minutes pour vider notre cerveau en écrivant de manière assez automatique, faire en sorte que ça arrête de tourner en rond dans notre tête et qu'on jette tout ça sur le papier. Ça nous permettra également de processer un petit peu tout ça, le fait d'écrire même d'autant plus à la main, ce qui nous prend du temps, et pour écrire quelque chose, il faut l'avoir mise en forme dans notre tête déjà. Donc ça permet de sortir de ces pensées presque réflexes et de se forcer à leur donner du sens. Et pour éviter que ces moments n'arrivent, on veut prendre ce genre de moments en amont, en prévention. Donc quand des sujets nous travaillent en toile de fond, on peut en discuter en thérapie avec sa meilleure pote, son partenaire, on peut méditer dessus, on peut écrire, comme je le disais. Et ce qui m'aide à titre personnel, c'est de décomposer le sujet et de trouver des pistes d'action. Donc souvent, un sujet va m'obséder et m'inquiéter jusqu'à ce que je définisse clairement un plan d'action avec des petites tâches à accomplir qui m'amèneront vers la complétion de ce sujet. Donc si j'ai le sentiment de n'avoir aucune prise, aucun contrôle sur un sujet, quel qu'il soit, alors là, l'angoisse va monter. Parce que je vais partir dans des et si, il m'arrive ci, et si, il m'arrive ça, et si ça se passe comme ci, et si ça se passe comme ça. Et le fait de n'avoir aucune idée de ce qui va m'arriver, en fait, de vivre dans un doute, dans une incertitude, c'est ce qui va vraiment faire monter l'angoisse. Mais si je sais qu'il y a des petites choses que je peux faire sur lesquelles j'ai un impact, alors ça roule, ça va mieux. Tout de suite, je me dis, ok, j'ai quelque chose que je peux faire qui va me redonner ce sentiment de contrôle sur la situation et qui va du coup moins m'obséder. Donc faire des listes, je suis une grande fan de listes, et déterminer, ok, qu'est-ce que je peux commencer à faire pour travailler là-dessus, et ensuite du coup gagner un petit peu de contrôle, de prise sur cette situation qui va m'inquiéter. Donc c'est une idée. N'hésitez pas à me partager les vôtres. Et je vais passer à la deuxième question aujourd'hui. J'ai du mal à célébrer mes accomplissements. Comment parvenir à obtenir sa propre approbation? Alors c'est un travail de longue haleine, clairement. C'est pas quelque chose qui est facilement modifiable. C'est un travail. C'est un travail sur soi, clairement, parce que ça vient de croyances, souvent, ça vient de croyances très anciennes, très bien ancrées, très bien installées. Alors, on peut commencer par se demander pourquoi c'est aussi difficile pour nous. Je pense que ça va être vraiment là dont on va, qu'on va, c'est vraiment de là qu'on va vouloir partir, parce que si on ne comprend pas pourquoi on a du mal à célébrer ses accomplissements, comment on pourrait changer ça? Donc, quand on accomplit quelque chose, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Est-ce qu'il se passe quelque chose, en fait, dans notre cerveau? Est-ce qu'on se dit: «Ah, c'est rien d'exceptionnel, c'est normal», ou même «C'est pas assez, j'aurais pu faire plus», voilà, ça ne sert à rien de célébrer parce que c'est mineur? Ou bien, est-ce qu'on se dit rien? Est-ce qu'on passe directement au prochain point sur notre to-do list parce qu'on est juste on a la tête dans le guidon et voilà, on fait quelque chose, OK, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Donc je commencerai par un petit travail d'observation, d'auto-observation comme ça. Une semaine donnée, on peut se définir des objectifs simples, réalistes, et on observe ensuite notre réaction quand on les accomplit. Donc si par exemple, ok, cette semaine, je vais faire 2 séances de 15 minutes de yoga. Voilà. Un petit objectif relativement simple et accessible. Et puis quand on fait nos 2 séances de 15 minutes de yoga, qu'est-ce qu'on se dit?
Si on se rend compte que, par exemple, on est automatiquement passé à autre chose, où on se dit: «Ah bon, bah, maintenant il faut que j'en fasse 3» ou quelque chose comme ça, par exemple. On peut déjà décider de prendre un temps pour reconnaître ce qu'on a accompli. Littéralement se dire encore une fois, vocaliser, très fan des vocalisations. Littéralement se dire: «J'ai fait ça, c'est bien. J'ai réussi à faire mes 2 séances de yoga». Je prends un moment pour vraiment le reconnaître, m'arrêter, prendre une pause, se dire: «OK, j'ai fait mes 2 séances de yoga, c'était mon objectif de la semaine, c'est vachement cool, déjà». Hem et puis peut-être même se récompenser de quelque manière que ce soit. Donc on peut, s'accorder, je ne sais pas, une pause dans notre journée de travail, on peut s'accorder une pâtisserie ou bien on peut même célébrer avec quelqu'un, en fait. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de voilà, de les feux d'artifice et les trompettes. Ça peut être juste, dire à sa meilleure pote, encore une fois son partenaire, n'importe qui ou son coach, lui dire: «OK, j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, regarde, c'est vachement cool, non?» Et en retour, on va recevoir certainement, si on le dit à la bonne personne, un: «Oh super, je suis trop contente pour toi, c'est génial, bravo», quoi. Et rien que ça, bon, c'est déjà, commencer à célébrer un peu, les accomplissements. Alors certes, c'est toujours une célébration, une approbation de l'extérieur, puisqu'on la partage avec quelqu'un, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose et c'est un début déjà on a commencé par le reconnaître soi-même et puis c'est un début de commencer déjà à célébrer, nos accomplissements. Si on se rend compte qu'on considère que c'est rien d'exceptionnel d'avoir accompli ça, super 15 minutes, 2 fois 15 minutes de yoga, c'est vraiment rien. Il y a des gens qui en font 1 heure tous les jours, ça sert à rien de célébrer ça, je devrais faire plus en fait. Là, on peut commencer à travailler sur nos croyances, sur nos attentes envers nous-mêmes, et peut-être, se rendre compte qu'on est un petit peu trop dur avec soi-même, peut-être. Et puis entamer un travail de thérapie, de déconstruction de ces croyances qui nous amènent rien de bien positif finalement. Donc ça peut être un travail qu'on peut faire avec un coach, avec moi-même. Ça peut être, un travail en thérapie, ou un travail de self-study, de svadhyaya, d'observation de soi et de méditation, et cetera. C'est toujours c'est souvent plus facile de le faire avec l'aide de quelqu'un, d'un tiers, en thérapie, en coaching, mais on peut aussi commencer à travailler là-dessus, soi-même. Déjà en reconnaissant que c'est un souci, que c'est notre tendance, et puis ensuite en l'observant et en et quand on le fait, en s'en faisant la remarque, en fait, quand on se rend compte que: «Tiens, cette semaine, je m'étais donné tel objectif et j'ai eu du mal à me dire que c'était bien quand je les ai accomplis». OK, qu'est-ce qui se joue derrière ça? Et commencer à réfléchir à ça, à écrire dans son journal, et cetera. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Prochaine question: peut-on faire du yoga en musique? Le type de musique a-t-il une influence sur notre séance, notre équilibre, et cetera? Alors on peut, bien sûr, ça se fait beaucoup. Personnellement, j'en fais quasiment jamais, de yoga en musique parce que, j'ai appris dans ma formation de prof avec des profs très traditionnels. J'étais en Inde et pour mon prof principal, il fallait aucune distraction. Donc il fallait pas de musique, il fallait pas de miroir. On voit souvent aussi dans les studios, maintenant des salles avec des énormes miroirs. Et mon prof aurait considéré ça comme une grosse distraction. On veut pas de bijoux qui font gling gling, on veut pas de cheveux qui virevoltent, pendant la pratique. Donc je me souviens que je m'étais pris une remarque d'ailleurs parce que j'avais un carré avec des mèches un peu plus longues sur le devant et j'attachais pas mes cheveux parce qu'ils étaient pas à la longueur où je pouvais les attacher et puis on m'a fait une remarque: «Oh, ce serait bien quand même que tu mettes pas des barrettes ou quoi parce que quand tu enseignes, on voit tes cheveux qui partent un peu dans tous les sens, c'est une distraction». OK. Donc voilà, maintenant j'ai tout coupé comme ça, plus de problème. Mais j'aime cette approche
d'éviter le maximum les distractions. Ça met au centre vraiment l'objectif premier du yoga qui est de se reconnecter à notre paysage intérieur, d'être vraiment dans l'introspection, de ressentir les sensations, d'écouter notre respiration, etc. C'est vraiment ça qui est le plus important. Mais cela dit, il y a beaucoup de profs modernes qui utilisent la musique. Donc c'est à l'appréciation de chacun. Il y en a certains qui prennent un grand plaisir à se fabriquer leur petite playlist pour quand ils donnent cours. C'est pas du tout mon cas du coup, mais ça se fait. Ça se fait. C'est vraiment à l'appréciation de chacun, prof comme élève. J'ai une de mes élèves qui me disait que chez elle, quand elle faisait du yoga, elle le faisait toujours en musique parce que elle venait d'avoir un bébé, un enfant, et même si son mari, son partenaire s'occupait de l'enfant pendant qu'elle faisait elle sa séance, quand elle faisait son yoga en silence, elle avait l'impression d'être toujours un peu sur le qui-vive. Elle arrivait pas à débrancher son cerveau de maman. Elle me disait qu'elle était un peu toujours en train de guetter si son enfant l'appelait ou s'il y avait des bruits, voilà. Et la musique lui permettait d'avoir un bruit de fond, en fait, et de se créer un cadre pour sa pratique où elle arrivait à se débrancher son cerveau de maman et à vraiment se plonger dans sa pratique, et dans l'observation des sensations, etc. Donc ça peut potentiellement aider à la concentration et donc indirectement améliorer notre équilibre, par exemple, ou juste améliorer l'expérience de notre pratique. C'est à l'appréciation de chacun. Je vais répéter ce que je disais. Oh, un instant. C'est les croquettes de mon chat que vous entendez tombent, alors que vous entendez peut-être en bruit de fond. Et pour ma part, par rapport à la musique, donc comme je disais, je ne fais pas de yoga en musique, très rarement. Ce que j'aime bien parfois, c'est la musique pendant la relaxation finale, pendant le shavasana, pour aider à la relaxation. J'ai déjà assisté à des cours où ça se faisait. Ça peut aider à se détendre, voilà, parce que c'est une musique apaisante, relaxante, voilà. Dans tous les cas, je recommanderais une musique sans parole, quelque chose qui se met vraiment en fond, en fait, qui prend très peu de place, qui est vraiment juste là pour définir le cadre de la pratique ou nous aider à être un peu dans le flow éventuellement, mais pas qui va nous distraire en fait. On veut quand même pouvoir se concentrer sur nous-mêmes, se recentrer sur nous-mêmes, pas être en train de chanter ou voilà, ce genre de choses, d'être distrait par des paroles. On veut vraiment que l'accent soit mis sur soi-même, sur cette observation. Voilà, c'est tout pour mes questions pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à m'en envoyer en commentaire, en Instagram, par email, ce que vous voulez. Je serai ravie de m'y plonger. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci.